Bonjour à tous, nous sommes le lundi 6 octobre 2025 et notre ami Patrick Bob est avec nous. Bienvenue Patrick. Bonjour Nima, et merci beaucoup de m'avoir invité à l'émission. Permets-moi de commencer Patrick par l'un des derniers entretiens qu'Angela Merkel a accordé aux médias hongrois Partizan. Elle a déclaré que la Pologne et les États baltes avaient bloqué son initiative de pourparlers directs avec la Russie en 2021. Plus tard dans l'entretien, elle a mentionné que c'était l'une des principales raisons pour lesquelles Poutine avait décidé de lancer l'opération militaire spéciale. Elle a conclu qu'elle croyait que la paix était possible, mais seulement si l'Europe agissait comme une véritable force de retenue et soutenait l'Ukraine. Que penses-tu de cette idée de soutenir l'Ukraine? Qu'est-ce que cela signifie pour toi, à ton avis? Comment cela peut-il être interprété dans la situation actuelle de la guerre en Ukraine? Je pense que notre ancienne chancelière, Angela Merkel, a un sens du timing très précis. Elle sait, elle sent que les Européens ne peuvent pas continuer ainsi, à moins de vouloir réellement une guerre avec la Russie. Et maintenant, elle essaye de refiler la carte noire à Varsovie. En 2008, Angela Merkel a stoppé le processus poussé par les États-Unis pour faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Elle a réussi à le bloquer. Plus tard, il y a environ 2 ans et demi ou 3 ans, elle a déclaré publiquement que l'accord de Minsk II en 2015, n'avait pour but que de donner plus de temps à l'Ukraine pour se remilitariser. C'est un changement assez notable dans ses déclarations publiques. Mais dans l'ensemble, sa politique étrangère a échoué parce qu'elle n'était pas vraiment engagée. Sa manière de faire de la politique consiste à avancer par petits pas et elle dirige l'Allemagne en prenant des décisions ad hoc selon la situation du moment. On the basis of the current situation. Angela Merkel n'avait pas de stratégie à long terme pour l'Allemagne. C'est là le problème. Une stratégie à long terme en politique étrangère allemande aurait signifié dire non et s'y tenir. Non veut dire non. Cela aurait signifié bloquer complètement l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et sa remilitarisation. Tout le monde en Europe, ayant des yeux et des oreilles, pouvait voir ce qui allait se passer après le coup d'État du Maïdan en 2014, orchestré par des diplomates occidentaux, l'OTAN et les États-Unis. Après le coup d'État du Maïdan, il était très clair que la CIA, les Américains et la société de mercenaires Blackwater, devenue plus tard Academy, étaient très actifs dans le Donbass. Il était également évident que les Américains suivaient une stratégie à long terme visant à déséquilibrer et déstabiliser la Russie. Et Angela Merkel n'a rien fait. Rien fait. Sa politique a donc échoué. Sa politique étrangère a échoué. Patrick, avant de monter, nous parlions de la situation actuelle du conflit en Ukraine que vous avez mentionné plus tôt. Je parlais des attaques de drones et de ce qui se passe avec les drones partout en Europe. On voit des pays se doter de drones et mener toutes sortes d'attaques. Mais vous avez souligné quelque chose d'important, que l'état d'esprit des Russes est d'une certaine manière différent de celui des Européens. Cela signifie que la Russie est patiente. Patiente, puis à un moment donné, elle attaque et réagit de manière massive. Alors que l'attitude européenne consiste à intensifier les choses progressivement. Cela veut-il dire que nous nous dirigeons vers d'énormes escalades en Ukraine? Ou bien, avec le temps, l'Europe peut-elle comprendre que rien ne sortira de l'Ukraine? Comment cela va-t-il se dérouler en Europe? Ces élites européennes, y compris le gouvernement allemand, ne comprennent rien. Elles ne sont pas guidées par une compréhension de la situation. Elles ont perdu tout contact avec la réalité. Nous, Européens, jouons à la roulette russe avec la plus grande puissance nucléaire du monde. Et la stratégie d'escalade russe est complètement différente de celle de l'OTAN. L'OTAN continue d'escalader pas à pas, petits pas,
petits pas, pour voir comment l'adversaire réagira. Mais la stratégie d'escalade russe est tout autre. Les Russes attendent, attendent et attendent. À un certain moment, ils répondront par une contre-attaque vraiment puissante, un coup vraiment fort. Cela vient de l'histoire et de la pensée géopolitique. La Russie est le plus grand pays du monde. Ils ne cherchent pas à conquérir de nouveaux espaces ou territoires. Ils veulent détruire l'ennemi. Et leur manière d'y parvenir consiste à laisser l'ennemi pénétrer sur leur territoire, à le laisser avancer. Ensuite, la logistique commence à poser problème. Les distances s'allongent de plus en plus, et finalement, l'hiver arrive. C'est le moment où tout gèle, le moment précis de la contre-attaque russe. C'est alors qu'ils peuvent détruire leur ennemi le plus efficacement. Ainsi, dans chaque académie militaire russe, Karl von Clausewitz est essentiel, et son livre de la guerre est une lecture obligatoire pour chaque officier russe. Ils sont formés selon Clausewitz et possèdent une compréhension précise de la guerre. C'est quelque chose qui manque en Europe. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Ils veulent plaire à leurs amis américains, car leurs carrières politiques sont entièrement liées aux organisations transatlantiques. Ces politiciens ne sont pas les représentants de leur propre pays, mais des instruments d'un état d'auto-asservissement. Leur caractéristique principale est leur soumission totale aux intérêts américains. Ce sont des traîtres à leur propre pays. En regardant Vladimir Poutine à Valdai, on lui a demandé ce qu'il pensait de Donald Trump, qualifiant la Russie de tigre de papier. Il est resté très calme et a répondu « Alors, si nous sommes un tigre de papier, qu'est-ce que l'OTAN qui est en train d'être vaincue par la Russie? La Russie est-elle confiante? Qu'est-ce qui se cache derrière ce genre de patience et de calme de la part du président russe? Se sentent-ils vraiment sûrs de ce qui se passe en Ukraine? Ou sont-ils d'une certaine manière inquiets d'une escalade, mais ne veulent pas le montrer? Quelle est votre opinion à ce sujet? Tout d'abord, M. Poutine a prononcé un discours qui a duré environ 45 à 50 minutes. Et comme chaque année, il a ensuite passé 3 heures à discuter avec des politologues, des dirigeants, des historiens et des journalistes. 3 heures. Je ne peux pas imaginer un homme politique d'Europe occidentale faire cela comme le fait le président russe chaque année. Il est très lucide et il a de très bons conseillers, car un président d'un pays aussi vaste ne peut pas tout savoir. Il a besoin de conseillers qui préparent les dossiers pour lui, et ils doivent être très compétents. Le point suivant est que la Fédération de Russie est totalement autosuffisante. Ils ont tout à l'intérieur de leur propre pays. Ils n'ont pas besoin d'une politique impérialiste. Ils n'en ont tout simplement pas besoin. Ils ont tout ce dont ils ont besoin, et ils le savent. Le troisième point, c'est que le virage de l'économie russe de l'Europe vers l'Asie a été très réussi. Cela fonctionne. Désormais, le gaz qui allait autrefois en Europe passe par le gazoduc Force de Sibérie vers la Chine et l'Inde. Et cela fonctionne. Cela signifie que l'économie russe est très rentable. L'économie russe est en croissance, tandis que l'économie allemande se contracte. C'est la différence. Et Poutine le sait. Le quatrième point, c'est que Poutine a déclaré, il a dit que les Européens, et en particulier l'économie allemande, allaient se suicider. Ainsi, le Kremlin et tous les dirigeants politiques russes sont très confiants que le temps joue en leur faveur. Et le cinquième point, c'est que la Russie mène une guerre décisive en Ukraine. C'est un jeu total, car elle ne veut pas de missiles américains à moins de 500 km de Moscou.
C'est la même logique que celle des Américains pendant la crise de Cuba. Ils ne voulaient pas que les missiles de leur ennemi soient juste sous leur nez. Voilà tout. La Fédération de Russie ne reculera pas. Elle ne fera pas marche arrière, pas d'un seul pas. Elle ne cédera pas de terrain et elle est en train de gagner sur le champ de bataille, pas à pas. Ainsi, les politiciens occidentaux provoquent la Russie. Par exemple, le chancelier Merz a déclaré « Nous deviendrons la plus grande puissance militaire d'Europe ». Très bien. Et Poutine a répondu qu'il y aurait une riposte. There will be an answer. And the answer is the Russian. Et la réponse est que l'armée russe essaie de détruire complètement l'économie ukrainienne avec des missiles hypersoniques. C'est le processus auquel nous faisons face, que nous observons, que nous pouvons voir en ce moment. Voilà le point. Eh bien, je vous ai parlé de la stratégie militaire russe, et ils suivent cette stratégie pas à pas. Il faut garder à l'esprit que tout le champ de bataille est sous surveillance, satellites, drones, AWACS dans le ciel. Ils peuvent lire la marque de vos cigarettes. Ils savent tout, et les services secrets savent tout. L'armée russe essaie d'utiliser cela pour ses tactiques. Pas de grandes offensives de chars, mais beaucoup d'artillerie pour détruire la ligne de front ennemie. But a lot of artillery to destroy the front line of the enemy. Small groups are coming in, are invading. De petits groupes arrivent, envahissent, puis repartent s'il y a trop de résistance. C'est un processus lent. L'armée russe essaie de minimiser ses propres pertes et d'augmenter celles des Ukrainiens. Selon une fuite russe provenant de l'état-major ukrainien, on peut compter 1,7 million de pertes du côté ukrainien. Cela signifie que l'Ukraine s'épuise. Donc si les pays européens, les pays de l'Union européenne, veulent continuer à combattre la Russie, ils doivent décider s'ils veulent intervenir, s'ils veulent envoyer leurs propres soldats. Et je suis très curieux de voir ce qui se passera en Allemagne lorsque les jeunes hommes et femmes se verront dire « Allez en Ukraine pour défendre les valeurs occidentales ». Je crois que je vais me faire une tasse de café. On lui a posé des questions sur les attaques de drones en Europe, et selon lui, l'objectif est de militariser l'Europe. C'est l'une des principales raisons derrière tout cela. Nous parlions dans ce podcast de la possibilité d'opérations sous fausse bannière en Europe. Je pense que les deux vont de pair. L'opération sous fausse bannière et l'objectif de militariser l'Europe en créant une forme de panique dans la société, en faisant croire aux gens qu'ils vont être attaqués par les Russes, que les Russes viennent pour eux. Pensez-vous que c'est la principale raison dans l'esprit des dirigeants européens quand on regarde l'Europe aujourd'hui et la manière dont ils essayent, vous savez, je ne sais pas, peut-être d'amplifier ce qui se passe avec les attaques de drones. Ils ne cherchent pas vraiment à décrire ce qui se passe avec les drones. C'est en quelque sorte un peu mystérieux. On regarde les informations et rien de vraiment concret n'en ressort pour expliquer ce qui se passe réellement avec ces attaques de drones. Quand la Russie s'exprime de cette manière, que pensez-vous des politiques en Europe et de la façon dont elles veulent que la société comprenne ces drones? Tout d'abord, je veux dire que la couverture médiatique de cette affaire de drone ou de ces affaires de drone est complètement ridicule. Cela montre que beaucoup de journalistes aujourd'hui sont totalement ignorants. Ils ne veulent pas voir les faits. Ils ne se basent pas sur les faits. C'est guidé par l'idéologie. Alors, regardons la situation des drones polonais. Ce type de drone, ces drones russes, ont la capacité de voler sur environ 700 km. Pas 1000, mais le Donbass est à 1000 km. Le deuxième point, c'est qu'aucun drone n'était équipé d'une ogive. Rien. Et le troisième point, c'est que certains drones ont été réparés. Pourquoi les Russes répareraient-ils des drones et les utiliseraient-ils sans ogive? Et le côté polonais a été averti par le côté biélorusse.
I think this was a false Je pense donc qu'il s'agissait d'une opération sous faux drapeau, coordonnée avec l'OTAN, pour influencer l'opinion publique d'Europe occidentale et plonger les Européens, en particulier le public allemand, dans un état de peur et de russophobie, ce qui est complètement idiot. À Valdai, Poutine a déclaré que la Fédération de Russie n'avait aucun intérêt à attaquer l'OTAN ou l'Union européenne. Vous pouvez le lire, c'est public. Ce que les pays de l'OTAN veulent créer, à mon avis, c'est un déplacement de l'agression. Tout le monde en Allemagne sait que les choses vont mal. Allez dans un supermarché, achetez une bouteille de lait, regardez les prix, et vous verrez, la population paie le prix de la guerre des élites occidentales. for the war of Western elites. So, in the minds of Dans l'esprit du peuple allemand, il y a un très haut niveau de colère et d'agressivité. Et c'est quelque chose que les politiciens allemands, les élites politiques, savent parfaitement, car ils sont responsables de l'état du pays. Maintenant, ils essayent de détourner l'agressivité du peuple vers un ennemi étranger. Voilà le contexte. Ils ont conduit leur propre pays dans une impasse économique. L'économie allemande n'est plus compétitive sans le gaz russe. Pointe finale. Tout le monde le sait. Mais en Allemagne, il est interdit d'en parler. Ils ont donc mené leur pays à un état proche de la faillite. Et maintenant, ils essayent de renforcer l'armée, l'économie, le complexe militaro-industriel en Allemagne avec l'argent des contribuables. By taxpayers' money. And this money is missing at schools, universities. Et cet argent manque dans les écoles, les universités, les rues, les chemins de fer, partout. Ils doivent donc détourner l'opinion publique des vrais problèmes. Pour les élites politiques allemandes, la guerre en Ukraine est devenue une forme sanglante de report de faillite. Voilà le problème. Elles refusent de résoudre leurs problèmes ici, chez elles. Car si l'on dressait un bilan de l'économie allemande et de la dette publique, le résultat montrerait que ces dettes ne peuvent pas être remboursées. C'est trop. Et alors quelqu'un devrait assumer la responsabilité. Ce serait l'élite politique qui devrait démissionner et pourrait même faire face à des poursuites pénales. Et c'est la raison. Elles ne se battent pas contre la Russie. Elles se battent pour elles-mêmes. Voilà le point. That's the point. Looking at the United States and Europe together and the En observant les États-Unis et l'Europe ensemble, ainsi que leur politique vis-à-vis du conflit en Ukraine, nous savons que Donald Trump a été élu en partie en parlant de mettre fin au conflit. D'après ce qui s'est passé jusqu'à présent, pensez-vous que c'était la capacité de l'Europe, ou peut-être son intention, de prolonger la guerre indéfiniment, compte tenu de la politique américaine sous l'administration Trump? Ou bien était-ce l'establishment américain qui, d'une certaine manière, a réussi avec l'Europe à maintenir le conflit? Ils ont peut-être influencé l'administration Trump avec l'aide des Européens. Quelle est votre opinion à ce sujet? What's your take on that? I think the Trump administration wants to ride off. Je pense que l'administration Trump voulait considérer la guerre en Ukraine comme une affaire de perte. Ils voulaient faire un virage à 180 degrés vers la Chine, qui leur semblait être le plus grand ennemi. Mais Trump et son équipe ont sous-estimé les problèmes qu'ils avaient eux-mêmes créés en tant qu'États-Unis. Tous les présidents, y compris Trump, ont été impliqués d'une manière ou d'une autre dans l'histoire de la guerre en Ukraine. Et il n'y a pas de solution facile. C'est un conflit très très complexe et il est difficile à résoudre. La seule façon de mettre fin aux problèmes ukrainiens est d'arrêter la guerre et de répondre aux exigences russes. L'Ukraine doit rester neutre. Les Russes veulent un changement de régime en faveur d'un gouvernement pro-russe à Kiev, ainsi qu'une plus grande sécurité et davantage de droits pour la population russe de l'Est de l'Ukraine. The Russian minority in eastern Ukraine. So the solution is the country will be divided. Donc la solution serait que le pays soit divisé d'une certaine manière. Et la situation du côté ukrainien devient de plus en plus mauvaise.
Je crois que l'administration Trump voulait trouver une issue à cette guerre. Mais il est très difficile d'expliquer à son propre parti, les républicains, aux va-t-en-guerre parmi les démocrates et aux faucons de la CIA, du ministère des Affaires étrangères et de l'administration, comment faire cela, pourquoi ils devraient répondre aux exigences russes. Ainsi, l'administration des États-Unis voulait poursuivre la guerre. Et je pense que M. Trump et son équipe risquent de perdre au sein même de leur rang. La voie de sortie alors serait d'européaniser la guerre. Confions toute l'affaire aux Européens et ils pourront continuer la guerre pendant que nous gagnons de l'argent en expédiant des armes vers l'Europe. Voilà la solution. That's the way out. And as far as I know, Putin Autant que je sache, Poutine a expliqué à M. Trump à Anchorage, en Alaska, que si une guerre nucléaire éclatait, elle ne se déroulerait pas seulement en Europe, mais aussi aux États-Unis. Lorsque j'étais en Carélie, dans le nord de la Russie, en juin de cette année, j'ai vu que la Fédération de Russie construisait des stations de missiles là-bas, dans les bois. Ainsi, la Fédération de Russie se prépare à une guerre avec des missiles nucléaires de moyenne portée visant l'Europe et les États-Unis. Et c'est là le problème. Les Européens se trouvent dans une situation très difficile, car ils ont un besoin urgent du sol et des minerais ukrainiens comme garantie de leur propre dette. Ils ont besoin de nouveaux investissements, de nouvelles opportunités pour leur économie. Et c'est le contexte. Cette guerre est devenue un report de la faillite. L'une des principales préoccupations soulevées par le président russe lors de la conférence de Valdai était qu'ils veulent militariser l'Allemagne. Il a déclaré que si les choses allaient dans cette direction, il faudrait se souvenir de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais la situation, Patrick, est différente pour l'Allemagne cette fois-ci. S'ils veulent militariser l'Allemagne, ils devraient détruire toute son industrie. Et comme il n'y a plus de source d'énergie, plus de gaz, comme tu l'as mentionné, le gaz sibérien qui devait aller en Europe part désormais vers la Chine. Le gazoduc Nord Stream n'existe plus. Il est toujours là, mais personne n'essaie ni ne veut l'utiliser. Et avec ce qui se passe en Ukraine, je ne suis pas d'accord avec ce genre d'escalade. Il n'y aura aucun lien entre la Russie et l'Allemagne avant longtemps. Alors, comment peut-on produire plus d'armes en Allemagne sans énergie? Quand l'industrie automobile est déjà en difficulté, comment peut-on produire plus d'armes? Par de nouvelles dettes, et ils ne peuvent pas rembourser ces dettes. Pour nos élites, c'est simplement une manière de gagner du temps pour assurer leur propre survie. L'idée derrière cela, c'est « continuons cette guerre ». Et probablement que les Ukrainiens pourront tenir la ligne de front encore 2 ans, ou 3 ans, ou 5 ans. Et peut-être que les choses changeront. Et alors peut-être aurons-nous une chance de trouver une issue à cette misère. Mais c'est complètement idiot de provoquer la plus grande puissance nucléaire du monde. Il y avait un poème du poète allemand Bertolt Brecht à propos de Carthage. Après la première guerre entre Rome et Carthage, Carthage était encore forte. Carthage was still strong. After the second war, Après la deuxième guerre, on pouvait encore y vivre. after the third war, Et après la troisième guerre, plus personne ne pouvait retrouver l'endroit. Il avait été complètement détruit. Et c'est, je pense, le destin de l'Allemagne, tant que le peuple allemand sera incapable de jeter ses élites dans la poubelle de l'histoire. Voilà le problème. Nous avons besoin d'un changement, d'un échange des élites en Allemagne et en Europe dans son ensemble. Mais en même temps, je dois dire, surtout en Allemagne, et c'est la différence par rapport à la France et aux Pays-Bas, nous sommes un pays sans véritable opposition. Seule une petite minorité en Allemagne est prête à se dresser contre ces élites qui détruisent leur propre pays. Et je trouve cela regrettable.
Je crois que beaucoup de membres de l'opposition en Allemagne pensent qu'un lien fort entre la Russie et l'Allemagne serait extrêmement bénéfique pour les deux pays. Alors, pourquoi n'avons-nous pas ce lien? Ces élites et les personnes qui les soutiennent d'une manière ou d'une autre en Allemagne, croient-elles vraiment qu'à long terme, elles peuvent remplacer la Russie par autre chose? Je ne sais pas. Peut-être un pays du Moyen-Orient, ce qui me semble impossible. L'énergie provenant des États-Unis est tellement chère que l'industrie allemande ne peut plus se permettre de produire des voitures en Allemagne. Elle doit déplacer la production vers les États-Unis ou d'autres pays. Et comment la société va-t-elle comprendre cela? Comment les gens vont-ils donner un sens à cette situation? Let me become a bit cynical. Permettez-moi d'être un peu cynique. L'Allemagne deviendra un musée de l'histoire industrielle pour les Chinois. Ils pourront nous rendre visite, regarder autour d'eux, prendre des photos de ce à quoi cela ressemblait il y a 100 ans et en rire. Voilà l'avenir de l'Allemagne, car personne ne combat ces soi-disant élites folles. Mais ces élites ne sont pas folles. Leurs carrières personnelles et politiques sont entièrement liées aux organisations transatlantiques. Ce qu'elles font, c'est aider et promouvoir leur propre carrière. C'est leur intérêt, pas celui de leur pays. Je pense que ces élites sont complètement décadentes. I think these elites are completely decadent, and we have to send them. Et nous devons les envoyer au dépotoir de l'histoire. Et tu as tout à fait raison. Pour l'économie allemande, il n'y a plus de solution. Nous ne produisons pas d'intelligence artificielle. C'est quelque chose que font les États-Unis, la Chine et Taïwan, mais pas l'Allemagne. Nous perdons notre base industrielle dans la production de véhicules, par exemple, et ces entreprises construisent des usines aux États-Unis et en Chine, mais plus ici. Nous perdons des milliers d'emplois, et tout le monde peut le constater. Mais la plupart des Allemands, la majorité, avancent en somnambule vers l'abîme. Sleeping into the abyss. They cannot believe that their country is. Ils n'arrivent pas à croire que leur pays se trouve dans une situation aussi merdique en ce moment, car pendant un demi-siècle, tout a très bien fonctionné. Et ils n'arrivent pas à croire que leur propre histoire soit arrivée à sa fin. C'est un problème de psychologie. Beaucoup d'Allemands peuvent le voir, mais ils ne veulent pas le voir. Ils ferment les yeux. Ces gens ont voté pour Friedrich Merz, un homme d'hier. Il n'a pas la moindre idée politique créative. L'analyste politique Gilbert Doctorow à Bruxelles l'a qualifié de politicien allemand le plus dangereux depuis Adolf Hitler, et il a peut-être raison. Ce que fait Merz est une absurdité totale, et les sociodémocrates ne sont pas en meilleur état. Ils font la même chose. In a better state of behavior. They're doing the same. Our finance minister. Notre ministre des Finances, Lars Klingbeil, est allé à Kiev dans une sorte de style tourisme de guerre et a promis de donner à l'Ukraine 9 milliards de plus de l'argent que nous n'avons pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas un ministre des Finances. C'est une forme de risque moral, rien d'autre. Mais ces politiciens sont mis en poste par une majorité d'Allemands. Et je dois dire, après ces guerres destructrices du siècle dernier, qui sont parties de mon pays, de l'Allemagne, après ces guerres, si maintenant une majorité d'Allemands marche en somnambule vers une troisième grande guerre mondiale ou une guerre européenne, je ne peux absoudre aucun de ces 85 millions de personnes de leurs responsabilités personnelles. Ils sont tous coupables de la prochaine guerre. C'est très clair. Guilty for the next war. That's very clear. Patrick, if the United States Patrick, decides si les États-Unis décidaient de se retirer d'Europe et de laisser les Européens se débrouiller seuls, quelle serait, selon vous, la menace liée au départ des États-Unis d'Europe? Car après tout, lorsque j'observe le conflit en Ukraine, je vois qui en a réellement subi l'influence. Je dirais principalement l'Allemagne en Europe.
Et quand on regarde l'attitude des Européens face à la guerre en Ukraine, on voit surtout le Royaume-Uni et la Pologne. Je me souviens qu'au début du conflit, la Pologne était en première ligne, adoptant la position la plus dure envers la Russie. Et aujourd'hui, je placerai le Royaume-Uni dans ce rôle. Ils n'ont pas été aussi directement touchés par la guerre en Ukraine. They have not been that much influenced by the war in Ukraine. But you look at Germany. Mais regardez l'Allemagne. C'est incroyable. Pour moi, juste derrière l'Ukraine, il y a l'Allemagne, dans la manière dont l'économie allemande a été influencée, voire détruite, par la guerre en Ukraine. Donc si les États-Unis décident de quitter l'Europe, tous ces pays devraient communiquer entre eux. Est-ce que la direction européenne, enfin allemande, va dire aux autres pays européens « Nous avons été fortement touchés pendant le conflit. Allez-vous nous aider? Allez-vous faire quelque chose à ce sujet? Ou devons-nous continuer à tout sacrifier pour l'Ukraine? Parce que ce sont vous qui plaidez le plus pour la guerre en Ukraine. Je parle par exemple du Royaume-Uni ou de la Pologne. I'm talking about the United Kingdom, for example, or Poland. First of all, the United States won't leave Europe completely. Tout d'abord, les États-Unis ne quitteront pas complètement l'Europe, car ils ne veulent pas laisser l'OTAN leur échapper. NATO is an American organization. L'OTAN est une organisation américaine, une courroie de transmission des intérêts américains en Europe dans son ensemble. Ils ne quitteront pas l'Europe. Les responsables politiques européens veulent impliquer encore davantage les États-Unis dans le jeu, car face à la Russie, ils n'ont pas la supériorité aérienne. Ils ne peuvent pas intervenir. Ils ont besoin de plus de puissance aérienne. Ils n'ont pas assez de chasseurs. Et c'est là le problème. Et les Européens? Eh bien, nous avons la coalition des volontaires, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. S'ils entraient en Ukraine, ils pourraient probablement y déployer 50 000, peut-être 60 000 ou même 80 000 soldats. Or 80,000 on the ground in Ukraine. And the Russian army has more than 700,000. Et l'armée russe compte plus de 700 000 soldats dans le Donbass. Un tel corps expéditionnaire serait donc anéanti en quelques semaines. C'est très clair. Ce sont des grandes gueules et ils n'ont pas grand-chose en main. C'est ça le fond du problème. Et c'est pourquoi ils veulent impliquer les Américains. C'est là la différence. Les Américains, enfin l'administration Trump, veulent recentrer leur attention sur la Chine. Ils ont besoin de leurs ressources pour la confrontation avec la Chine et ils en ont besoin pour stabiliser leur propre économie. Voilà le point essentiel. Les Américains sont les gagnants. Ils veulent que nous payions davantage pour l'armée, plus de dépenses militaires. More for military, more military expenses, and they were successful because our politicians. Et ils ont réussi, parce que nos politiciens ne représentent pas les intérêts de l'Europe. Ce sont des vassaux, des esclaves des États-Unis. Et ces esclaves craignent que leur maître ne les abandonne. Voilà le contexte. Et je vous l'ai dit, pour les dirigeants européens, c'est une question de survie. Ils ont commis tant d'erreurs. Vous ne pouvez pas imaginer, à commencer par le coup d'État du Maïdan en 2014. Ils ont été profondément impliqués dans ce coup d'État. Profondément. Et ils ont été en partie impliqués dans les assassinats du Maïdan. Ils ont été profondément impliqués dans la guerre civile du Donbass pendant de nombreuses années, avec des milliers de morts, près de 50 000 là-bas. Almost 50,000 over there. And now they are deeply involved in the war. Et maintenant, ils sont profondément impliqués dans la guerre contre la Russie sur le sol ukrainien, qui est bien sûr une guerre par procuration. Ils ont sous-estimé l'ennemi et se sont enfoncés de plus en plus dans ce conflit. Les Britanniques sont à Odessa, tout comme les forces spéciales françaises. Les chars allemands avancent dans le Donbass. Que penseriez-vous à la place d'un Russe? Je peux vous dire ce qu'ils pensent. Ils m'ont dit que d'abord Napoléon est venu et a essayé de nous mettre à genoux. Ensuite, il y a eu la Première Guerre mondiale. Puis les Polonais ont essayé. Et ensuite, Hitler est venu et nous avons détruit l'Allemagne. Et maintenant, une nouvelle tentative, ou quoi? C'est la perspective des Russes dans le Donbass. Ils ne seront pas libérés par les Européens.
Tout ce qui est mauvais pour ces gens est venu de l'Ouest. Everything bad came for those people from the West. That's the point. And the West cannot be successful. C'est bien là le problème. L'Occident ne peut pas réussir. C'est impossible. Ils peuvent essayer, mais cela finira par une guerre nucléaire en Europe centrale. Et nos politiciens ne le voient pas. Ils sont, eh bien, comme je vous l'ai dit, c'est une forme de risque moral. Oui, ils n'ont aucune idée de leur propre responsabilité. Parce que ce que pensent les gens, que les Allemands veulent la paix, n'a aucune importance pour ces politiciens. Ils veulent la guerre. Ils veulent la guerre parce qu'ils ne mourraient pas en première ligne. Ce seraient les autres. Voilà le problème. Ils pensent vraiment qu'ils pourraient attraper le dernier avion pour Washington quelques heures avant le début de la guerre. C'est ainsi que pensent les politiciens allemands. That's the way German politicians think. Vous savez, en ce qui concerne l'utilisation des armes nucléaires, Poutine a dit quelque chose lors de la discussion de Valdai. Il a affirmé que les armes nucléaires tactiques d'aujourd'hui sont bien plus puissantes que les bombes utilisées à Hiroshima et Nagasaki au Japon. Et nous parlions des bombes sales et des armes nucléaires tactiques, comme si c'était de petites choses qu'on pourrait employer pendant une guerre. Mais d'une certaine manière, quand il a dit cela, je pense que beaucoup de gens ont commencé à comprendre ce qui est réellement en jeu en Ukraine, en matière de bombes et d'armes nucléaires. Et vous avez mentionné que ces élites pourraient quitter l'Europe pour aller aux États-Unis. Mais si cela se produit, ce ne sera pas seulement l'Europe, ce sera, comme nous l'avons dit, partout sur la carte. Ce sera les États-Unis, l'Europe, et pour être honnête, partout. I can tell you, European elites Je peux vous dire que les Européens, les élites européennes, jouent à la roulette russe. Ils pensent vraiment que Poutine et son équipe n'ont pas le courage de déclencher une guerre nucléaire. Ils se croient en sécurité. Ils confient leur propre destin au Kremlin. Peut-être qu'ils ont raison. Et à la fin du spectacle, dans ce cas, ils diraient « Oui, nous vous l'avions dit, nous avions raison ». Mais si cela tourne mal, personne ne pourra les tenir pour responsables, parce que tout le monde sera mort. C'est bien là le problème. Eh bien, j'observe les discussions en Russie, dans le domaine des sciences politiques. Et le politologue russe Sergueï Karaganov, que l'on dit très proche du Kremlin, a écrit il y a 2 ans « Si les dirigeants européens ont oublié à quoi ressemble la route vers l'enfer, nous pouvons vous la montrer. Nous pouvons vous la montrer. » We can show you that. We can show you that. No reaction on the European side. Aucune réaction du côté européen. Et la Fédération de Russie a modifié sa stratégie nucléaire. Autrefois, elle était entièrement défensive. Pas de première frappe, absolument pas. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Dans cette nouvelle stratégie nucléaire russe, il existe désormais une disposition écrite prévoyant une capacité de première frappe. Et les politiciens européens ne prennent pas cela au sérieux. C'est ce qui caractérise les politiciens européens aujourd'hui. Ils ont perdu tout sens de la réalité. C'est une forme d'aveuglement apocalyptique. Ils ne voient pas ce qui pourrait arriver, et cela ne les intéresse pas. Ils sont trop occupés à gérer leur propre carrière et leur image. Ils n'ont plus aucun sens de la réalité. Voilà le problème. Ils sont complètement narcissiques et leurs peuples en paieront le prix. And their people will pay the price. Nous avons eu un nouveau sondage en Allemagne. Il montre que 3 électeurs sur 5 estiment que les actions d'Israël dans la bande de Gaza peuvent être qualifiées de génocide. Et il semble que la population allemande ressente cela à propos de la situation entre Israël et les Palestiniens. Mais il ne s'agit pas seulement de l'Allemagne. On le voit partout en Europe. En Italie et dans d'autres pays, les gens se mobilisent contre les politiques au Moyen-Orient. À votre avis, comment cela va-t-il s'intégrer dans la grande stratégie de l'Union européenne?
the EU, in your opinion? How is that going to influence the, Comment you know, cela va-t-il influencer, vous savez, l'avenir de la moralité? Parce que ces politiciens, quand ils parlent de l'Ukraine, ils disent « Nous devons être plus engagés. Ces civils sont tués en Ukraine. Nous devons les soutenir. Nous devons aller plus loin pour les aider. » Mais quand il s'agit de la Palestine, on ne voit pas ce genre de politique exprimée par les dirigeants européens. Comment peut-on tracer une ligne entre ces deux attitudes de leur part? Can you draw a line between the two sort of attitudes on the part? I'd like to mention that Je voudrais mentionner que ce qu'Israël fait à Gaza est un génocide. this is not my personal opinion. C'est pas seulement mon opinion personnelle. C'est la conclusion des rapports des Nations Unies. So we don't follow the Donc, si nous ne suivons pas les conclusions de l'ONU, nous pouvons constater que la plupart des Allemands ont une sorte de double personnalité. always guilty for everything. Les Russes sont toujours coupables de tout, des drones, du nombre de morts en Ukraine et de tout le reste, mais nous ne voulons pas voir ce qui se passe à Gaza. Seule une petite minorité le fait. La raison plus profonde de cela est un complexe de culpabilité des Allemands envers les Juifs. La propagande en Allemagne dit que nous avons tué plus de 10 millions de Juifs pendant la dictature nazie. Mais nous avons aussi tué 27 millions de Russes et de Soviétiques. Alors qu'est-ce que cela signifie? C'est cette division, et elle trouve son origine dans la guerre froide. The split originated from the Cold War. In the western part of the country, we were on the side of the Americans. Dans la partie occidentale du pays, nous étions du côté des Américains, et l'organisation du traité de Varsovie était responsable de tout. Dans la partie orientale, ils étaient du côté des Russes pendant la guerre froide. Le résultat, c'est que les habitants de l'Allemagne de l'Est ont une conscience politique plus développée que ceux de la partie occidentale du pays. Si vous voulez organiser une manifestation ou une protestation publique contre ce que fait Israël, vous affronterez toute la puissance de l'État et de la police. L'Allemagne d'aujourd'hui n'est plus un pays libre. Ce n'est plus une démocratie. C'est un État rempli de répression, et l'élite politique actuelle utilise la police comme un outil de terreur contre sa propre population. Il est donc très difficile d'organiser une protestation en faveur du camp palestinien et des droits humains en Palestine. For the Palestinian side and for the human rights in Palestine. And that's the point. And Et c'est bien là le problème. Je dois dire que parmi tous les pays européens et occidentaux, la presse américaine, la presse scandinave, la presse britannique, la presse et les médias allemands sont les pires. Ils sont remplis de propagande. Ce ne sont que des courroies de transmission de la guerre, rien d'autre. Et je pense que ces journalistes aux rédactions en Allemagne devraient être envoyés en prison pour cela. Car c'est contraire à la loi et à notre constitution, qui est une constitution de paix. C'est une constitution de paix en ce qui concerne la guerre en Ukraine, mais aussi la guerre au Moyen-Orient. Et tout comme les politiciens ont oublié que notre constitution est une constitution de paix, la plupart des gens en Allemagne semblent l'avoir oublié aussi. seems to forget that this constitution is a constitution of peace. Patrick, when you look at the Russian media and Patrick, quand tu regardes les médias russes, et qu'en plus tu vois ce qui se passe en Europe, avec les médias européens et occidentaux, as-tu le sentiment que nous nous dirigeons vers une poursuite du conflit en Ukraine? En 2026 ou 2027 au moins, allons-nous encore avoir la même situation en Ukraine? I think the war will go on. Je pense que la guerre va continuer, et c'est le meilleur résultat que nous puissions obtenir. Le pire serait une guerre nucléaire en Europe centrale. Il est facile de déclencher une guerre dans un pays comme l'Ukraine, qui est très complexe, mais il est très difficile d'en sortir. Pour M. Zelensky, poursuivre la guerre est une question de survie personnelle. Et pour tous ces ultranationalistes et fascistes qui entourent Zelensky à Kiev, cette guerre est une guerre de survie. Mettre fin à la guerre signifierait la fin de leur règne. Ce serait la fin.
Et pour la plupart des politiciens européens, la fin de la guerre en Europe, la paix en Ukraine, signifierait également la fin de leur carrière. Would bring the end of their time. Their time would be over. Because they would make Leur temps serait révolu car ils seraient tenus pour responsables de tous les pires développements que nous observons. Il y a deux possibilités. La première concerne le président des États-Unis et Vladimir Poutine. J'espère qu'ils parviendront d'une manière ou d'une autre à un accord. Mais les Américains et les Russes auront l'avantage, pas les Européens. D'un autre côté, les peuples européens, en particulier le peuple allemand, doivent se battre pour la paix. Ils doivent porter leurs protestations dans la rue. S'ils ne le veulent pas, s'ils refusent de se battre pour la paix, ils devront se battre en première ligne. En 1900, en Chine, lors de ce qu'on a appelé la révolte des Boxers, on disait « les Allemands en première ligne ». Et j'espère vraiment que nous n'entendrons plus jamais cette phrase. Les Allemands en première ligne. Merci beaucoup, Patrick, d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir comme toujours. Merci de m'avoir invité à l'émission. À la prochaine. À bientôt, Patrick. See you soon. À bientôt.